RCN. Le son de la différence. Parole de paix sur RCN, Stéphane Tabourin. Dans un contexte mondial de guerres multiples et de crises climatiques majeures, et alors que nous nous enfonçons dans une société de plus en plus autoritaire, de surveillance et de contrôle et de violence, Parole de paix vous propose un magazine humaniste d'information, d'analyse et de discussion. Notre collectif, composé du mouvement de l'objection de conscience, de Survie Lorraine, l'association France-Palestine Solidarité, l'association de solidarité avec le peuple sahraoui, les éditions Kairos, la Ligue des droits de l'homme, le syndicat des avocats de France et Amnesty International, groupe de Nancy, notre collectif donc échange dans cette émission Parole de paix autour des questions, des conditions nécessaires à la paix, à faire humanité, mais aussi sur des conflits, des guerres et leur préparation. Des sujets que nous discutons et que nous voulons partager avec les auditeurs et auditrices parce que tout ce qui touche à l'humain nous concerne toutes et tous. Dans cette émission, nous aborderons la question de la guerre en Ukraine, mais sous l'angle des déserteurs, sous l'angle qui convient au MOC, au mouvement de l'objection de conscience, car aujourd'hui nous avons Franck avec nous. Bonjour Franck. Bonjour. Et Grudji. Bonjour Grudji. Bonjour. Donc, et moi Stéphane, nous sommes tous les trois du mouvement de l'objection de conscience. Nos amis des autres associations ne sont pas avec nous aujourd'hui. C'est comme ça, ça tourne. Et donc nous allons parler de la guerre en Ukraine côté déserteurs, réfractaires, notamment, on va parler des déserteurs russes, parce que nous avons aujourd'hui comme invité Guy Dechêne. Bonjour Guy Dechêne. Bonjour. Donc Guy Dechêne qui travaille au centre de recherche CDRPC, centre de recherche de documentation pour la paix, sur les conflits et pour la paix. Ça s'appelle aussi l'Observatoire des armements. C'est à Lyon et ils produisent une revue qui s'appelle Damoclès. Donc Guy Dechêne, on avait lu ses articles sur le site Ops Arm, le site de l'Observatoire des armements. On avait lu tes articles, on avait lu dans le magazine et également on les avait lus sur le site d'Opsarm. Peut-être aussi préciser avant de commencer que tu as aussi réalisé ou un produit, ou en tout cas écrit un livre qui est sorti il y a deux ans, je crois, en 2021, un livre dont le titre est « Un siècle d'antimilitarisme révolutionnaire ». Socialiste, anarchiste, syndicaliste et féministe, 1849-1939. Donc, est-ce que tu veux te présenter plus explicitement ? Oui, pourquoi pas. En effet, je suis militant de l'Observatoire des armements à Lyon, donc qui est un centre de documentation et de recherche sur la paix et les conflits. Qui accueille des chercheurs, des journalistes, grâce à notre fonds important de livres et de documents de toutes sortes, également grâce à des archives déposées par des militants. J'ai été objecteur de conscience et voilà, donc c'est l'essentiel de ce que je fais. Et donc je m'intéresse actuellement à tout ce qui est les opposants en Russie, donc que ce soit les déserteurs, les insoumis, les objecteurs, mais également tous les mouvements qui les soutiennent. Oui, parce que nous, on a été impressionnés par la masse d'informations que tu as compilées et que tu donnes à lire, parce que effectivement, on avait vaguement entendu qu'il y avait il y avait de l'opposition en Russie, mais pas de façon aussi précise que tu le fais dans tes 4 articles qu'on retrouve sur le site opsarm.info. C'est impressionnant et on voudrait avec toi faire un petit peu le tour de ce que tu y présentes. Oui, donc effectivement, la presse en parle très rarement, de manière un peu anecdotique. Et donc, je me suis attelé à me documenter régulièrement sur tout ce que l'on peut trouver dans la presse internationale et en particulier dans la presse d'opposition russe. Presse d'opposition qui, bien sûr, est exilée puisque la liberté d'expression est totalement abolie actuellement en Russie.
Donc j'ai recensé beaucoup de faits relatifs donc aux réfractaires. Alors on peut les classer dans différentes catégories. D'abord les objecteurs de conscience. Les objecteurs de conscience actuellement ne disposent à peu près d'aucun droit, puisque déjà avant la guerre, aussi bien en Russie, en Biélorussie qu'en Ukraine, les droits des objecteurs de conscience étaient relativement peu respectés. Il y a bien des statuts, mais complètement insuffisants. Par exemple, en Ukraine, ils sont réservés à une dizaine d'églises réputées pacifistes. Si on ne fait pas partie de ces églises, le statut ne peut pas être accordé. C'est pour ça qu'actuellement, il y a quelques objecteurs de conscience emprisonnés ou en tout cas condamnés en Ukraine. Ah si, même en prison. Mais bien sûr, l'opposition la plus importante se fait en Russie. Alors en Russie, là également, le statut est refusé. Et donc j'ai l'habitude de dire que refuser le statut d'objecteur de conscience en temps de guerre, c'est comme accorder le droit à l'IVG à des femmes à condition qu'elles ne soient pas enceintes. Ouais. Donc les objecteurs sont en Russie sont condamnés ou envoyés au front tout simplement. Et d'autres fuient, beaucoup fuient. Pardon ? Aussi. Et beaucoup fuient aussi à l'étranger. Alors effectivement, donc il y a beaucoup d'insoumis et de déserteurs qui ont demandé ou qui pour la plupart n'ont pas demandé le statut, mais qui fuient le pays. Et c'est dès le départ, donc dès le déclenchement de l'invasion russe en Ukraine, que des militants sont partis. Pas forcément d'ailleurs uniquement des militants, mais également beaucoup de gens qui ne voulaient pas être complices de ce conflit et qui partaient à l'étranger pour ne plus travailler, pour ne plus vivre en Russie. Mais le grand mouvement s'est produit en septembre 2022 lors de la mobilisation qui visait 300 000 conscrits. Or, il y a, d'après des chiffres officiels russes, il y a à ce moment-là 261 000 Russes qui ont quitté le pays à ce moment-là. Donc pratiquement autant que ce que l'on souhaitait recruter. Bien entendu, ils n'étaient pas tous recrutables à ce moment-là. Il y en a simplement qui partaient par précaution. Et puis bien sûr, il y a aussi les gens qui les accompagnaient, donc les femmes, les enfants, qui accompagnaient le père de famille. Mais il faut retenir ce chiffre, 260 000 Russes qui ont fui la Russie au moment où l'État russe, Poutine entre autres, lançait une campagne de conscription. C'est ça, de mobilisation. C'était la mobilisation donc, qui rappelait, en théorie en tout cas, tous ceux qui avaient déjà effectué un service militaire. C'était même un petit peu plus large que ça parce que, par exemple, des femmes pouvaient être recrutées aussi parce qu'elles avaient des compétences médicales et qu'elles pouvaient être utilisées par l'armée. Donc c'est là qu'il y a eu vraiment un mouvement massif de départ de Russie. Donc la plupart sont allés dans des pays facilement accessibles pour un Russe, c'est-à-dire sans visa. Et ça, c'était donc dans la zone d'influence de la Russie, c'est-à-dire en Géorgie, au Kazakhstan, en Ouzbékistan, et donc dans ce genre de pays. Il y en a également un très grand nombre qui est parti en Turquie. Seulement, ces pays que je viens de citer sont généralement des pays qui ne respectent pas du tout la démocratie, ou très peu la démocratie. Et même certains donc, qui sont en guerre, comme la Géorgie, qui a eu un affrontement récent, alors qu'il y avait déjà des gens qui fuyaient la guerre déclenchée par la Russie. Donc,
je pense que c'est un problème qu'il y ait tant de Russes qui partent dans ces pays non démocratiques. Et s'ils ne le font pas, c'est notamment parce que l'Union européenne, n'a pas ouvert ses frontières, en tout cas largement, à ceux qui auraient pu se réfugier en Europe. Alors il y a bien sûr des pays qui ont accueilli les réfugiés, notamment les pays comme la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, qui ont ouvert leurs frontières. L'Allemagne en a également accueilli un certain nombre, mais pratiquement, je n'ai pas entendu parler de beaucoup d'accueil en France. Bon, j'ai cherché. J'ai entendu le cas, par exemple, d'un soldat qui, assez rapidement après l'invasion, a déserté et est venu en France. Et il a été aidé en cela par un réseau qui s'appelle goulagou.net, qui a permis de l'exfiltrer pour qu'il arrive en France. Et sous les caméras de goulagou.net, il a déchiré son livret militaire et tous ses papiers, son passeport, etc. Il a tout jeté dans les toilettes de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, où il était. Et il a ensuite demandé l'asile politique. Par contre, je n'ai pas entendu dire s'il avait été accepté ou pas comme réfugié. Pourtant, il a eu quand même un certain retentissement. Il a été reçu par plusieurs chaînes de télévision et de radio. Il a publié un livre qui a été publié en français. Mais je ne sais pas si on lui a accordé ou non l'asile. Je n'ai pas trouvé de traces. Oui, on peut dire qu'il y a vraiment un immense décalage entre l'accueil qui est fait en France par rapport aux Ukrainiens, et tant mieux qu'on ait accueilli autant d'Ukrainiens, mais par rapport à tous les Russes qui fuient la Russie, l'accueil est vraiment de bien piètre qualité, et on n'accorde pas les mêmes choses effectivement aux Russes qui arrivent en France qu'aux Ukrainiens qui sont venus. Oui, c'est vrai. Mais moi, je pense que c'est là le principal problème. Actuellement, la France, comme les autres pays démocratiques, fournissent à grands frais des armes à l'Ukraine. Mais on ne se préoccupe pas du tout de l'après. Qu'est-ce qui va se passer en supposant que le régime de Poutine tombe? Quels sont les démocrates qui vont pouvoir prendre le pouvoir? On ne fait rien pour les aider. Ils existent, ces opposants. J'ai cité les réfractaires, mais il y a énormément d'associations, de mouvements qui militent contre la guerre. Ils sont très nombreux, et là aussi, en France, on n'en parle quasiment pas, mais on ne les aide pas. Il y a une presse russe en exil, et là également, à ma connaissance, il n'y a pas d'aide qui leur est apportée. Charles Michel, le président du Conseil européen, s'est exprimé au début de l'invasion en incitant les désertions et en disant qu'il fallait accueillir les déserteurs. Ça n'a pas été suivi des faits. D'ailleurs, il y a une pétition sur le site you.wemove.eu qui s'appelle Russie, Biélorussie, Ukraine, protection et asile pour les déserteurs et les objecteurs de conscience au service militaire, Object War Campaign. Le texte est aussi en français, la pétition est aussi en français, pour écrire à Ursula von der Leyen et à Charles Michel, comme tu viens de le dire, qu'il faut, après les promesses faites par Charles Michel, il faut mettre en application et que l'Europe accueille ces gens-là. Donc cette pétition, je le dis encore, elle s'appelle Russie, Biélorussie, Ukraine, protection et asile pour les déserteurs et objecteurs de conscience au service militaire, et c'est Object War Campaign, et on la trouve sur un site de pétition qui s'appelle you.wemove, wemove.eu. Donc oui, continuons sur le rôle des
les citoyens ont un rôle à jouer aussi pour faire connaître cette situation des objecteurs et des déserteurs. Effectivement, comme tu le dis, ce sont des démocrates, ce sont des gens qui proposent une vision pour l'après-guerre qui est intéressante pour nous, parce que comme j'ai lu dans tes écrits, si on ne s'appuie pas sur les démocrates russes, on risque fort d'avoir des dirigeants de la fameuse escadron de la mort qui s'appelle Wagner, qui eux souhaitent prendre le pouvoir aussi. Oui, bien entendu, ils sont extrêmement dangereux en tant que combattants, mais également dangereux pour la démocratie en Russie. Et maintenant, ils ont un concurrent, je sais pas. Oui. Donc c'est un dirigeant tchétchène qui envisage lui aussi de créer sa propre milice. Ouais. En prévision, dit-il, d'une guerre civile en Russie. Alors, entre qui et qui, il ne le précise pas. Mais bon, c'est évident que ce n'est pas à ce genre de personnes qu'on en souhaite confier le pouvoir. Et donc, c'est important qu'on soutienne vraiment les démocrates et que les pouvoirs publics incitent à la désertion, à la soumission, et évidemment accueillent tous ceux qui fuient le régime et qu'on puisse leur accorder l'asile politique. Bien sûr. Ça, c'est indispensable. Bien sûr, oui. Parce que effectivement, pour les peuples d'Occident, envoient des armes, mais la paix, elle passera forcément par une négociation, et envoyer des armes n'est pas une solution. Hormis alimenter la guerre, à part si derrière on pense faire une troisième guerre mondiale et qu'on pense aller se battre, y compris les pays qui vendent des armes, est-ce qu'ils sont prêts à envoyer des personnes aller se battre contre la Russie, voire la Russie et la Chine. Donc c'est très déraisonnable. C'est eux qui sont déraisonnables, c'est eux qui sont utopistes. Nous qui sommes plutôt pacifistes, on sait que 77% des guerres se terminent par une négociation. 16% se termine par un pays qui vainc l'autre militairement, mais là c'est quand même en face, c'est quand même la Russie, l'arme atomique, etc. Donc il faut rester ferme, mais relancer des négociations très fermes, c'est la seule issue. Et effectivement, négocier avec qui? Est-ce que c'est avec Poutine, est-ce que c'est le réinstaller, ou est-ce que c'est penser à l'avenir de la Russie, à l'avenir de l'Europe, et aller vers plus de démocratie un peu partout? Oui, en tout cas, c'est pas du tout ce qu'a dit Macron récemment, puisqu'il ne souhaitait pas que Poutine soit remplacé. Ouais. Donc c'est quand même assez invraisemblable qu'on estime que il pourrait y avoir pire, donc il faut laisser ce qui se passe actuellement. Mais bon, ce qui se passe actuellement, me semble-t-il, est assez abominable pour qu'on ne le prolonge pas. Et une émission comme la nôtre, et avec toi, ça permet d'entendre un autre discours, en tout cas une autre réflexion, une vraie réflexion de notre collègue Anouk Grudge. Tu voulais intervenir ? Oui, d'autant plus que, effectivement, on le voit bien, on avait fait intervenir ici Anne Morelli, donc une chercheuse belge qui a écrit sur la propagande, les principes élémentaires de propagande de guerre, et on voit que même de notre côté occidental ou européen, dans les médias, dans la majorité des médias, effectivement, l'analyse, elle est très binaire. Il y aura d'un côté les gentils Ukrainiens qui ont été envahis, ce qui est vrai sur l'invasion. Ouais. Sur les gentils Ukrainiens, c'est comme tous les peuples, il y en a sûrement des gentils et des moins gentils, mais en tout cas c'est eux qui ont été envahis. Et de l'autre côté, la Russie qui serait quasiment uniforme et derrière Poutine, ce qui est loin d'être le cas, et ce qu'on voit très largement dans tes articles, que ce soit sur les opposants à la conscription, les opposants à la guerre, les opposants au régime un peu totalitaire de Poutine, etc., c'est qu'il y a de vraies forces constructives et une opposition positive au sein de la Fédération de Russie. Il n'y a pas uniquement... Et donc la vision binaire qui nous est vendue à longueur de journaux, à longueur de discours et politiques et médiatiques, elle est complètement faussée.
Et donc, c'est pour ça aussi qu'on avait trouvé vraiment tes articles particulièrement éclairants, de mettre en avant énormément de choses qui sont beaucoup plus positives que ce qu'on nous donne à voir et à entendre. Oui, d'autant plus que ce qu'on entend à longueur de journée sur les chaînes de radio et de télévision, ce sont des experts militaires qui ne défendent que le fait d'armer l'Ukraine et qui ne proposent absolument aucune alternative à la poursuite de la guerre. Oui, il y a aussi de forts enjeux économiques derrière, puisque déjà Macron avait réuni des grands patrons du CAC 40 pour voir comment le marché qui est en vue aussi. Il faut aussi se dire que la guerre, bien souvent, est une affaire économique et de profit derrière. Les profiteurs de guerre se frottent les mains. Macron a aussi redit qu'il nous installe dans l'idée que la guerre doit durer pour faire de plus en plus de dégâts, donc il faut habituer les gens à que la guerre soit dans notre horizon permanent. Ça permet aussi aux pays européens d'augmenter leur budget d'armement. Ça permet aussi, d'accepter l'économie de guerre. Hein. Je crois aussi que le président Macron a parlé que nous allons entrer dans une économie de guerre. Et donc voilà, est-ce que c'est la planète que l'on veut? Est-ce que c'est le monde que l'on veut? Voilà. Et donc oui, et c'est comme l'a dit Gruge, c'est tes articles et ce type d'émission qu'on fait pour informer sur des choses beaucoup plus précises, parce que moi j'ai été aussi estomaqué. Moi, il y a eu des centres, des Russes ont aussi attaqué des centres de recrutement de l'armée de façon physique avec cocktail Molotov, et puis il y a un nombre invraisemblable de personnes en prison en Russie. Oui, c'est absolument énorme. J'avais les chiffres, je ne sais plus sous la main, mais bon, il y a des chiffres vraiment considérables de personnes emprisonnées. Ah aussi, je retrouve le chiffre, voilà. Donc il y a eu, pour la première année, enfin bon, elle n'est pas terminée, mais pour, disons, l'année 2022, il y a eu 19 535 détentions de manifestants. Et tout ça grâce à 33 lois répressives contre eux qui ont été votées en 2022. Et rien qu'en janvier, 31 accusés d'activité anti-guerre en janvier uniquement. Ouais. Et les peines sont de plus en plus lourdes et comme tu viens de le dire, il y a de plus en plus de lois qui associent le moindre opposant à un terroriste. Tu dis qu'il y a aussi des maires, des maires MAIRE, des élus qui ont évoqué leur opposition à la guerre. Hop, ils sont aussi vite soit emprisonnés, soit condamnés. Oui, ce sont pas des maires, ce sont des conseillers municipaux. Ah oui, pardon, oui. Enfin bon, peu importe. Donc il y a effectivement au minimum 2 conseillers municipaux qui se sont exprimés très courageusement puisqu'ils savaient ce qu'ils risquaient. Donc il y a Alexei Gorinov qui a été condamné à 7 ans de prison uniquement pour avoir évoqué la guerre et demandé une minute de silence en plein conseil municipal. Donc 7 ans de prison pour demander une minute de silence. Et puis, il y a un autre conseiller municipal qui s'appelle Elia Yashin, donc qui, lui, a eu 8 ans et 6 mois de prison dans une colonie pénitentiaire. Et lui, contrairement à beaucoup d'opposants, il a tenu à rester en Russie, sachant les risques qu'il courait, et donc parce qu'il estime qu'il doit témoigner sur place. Ouais. Et donc il a dit dans une interview au journal Le Monde, le recours à la violence aurait été une erreur colossale pour l'opposition. Si nous étions tombés dans ce piège, l'opposition aurait été discréditée aux yeux de la population. Et donc il dit, je suis convaincu qu'il n'y a pas d'alternative à la résistance non violente en Russie. Oui, et c'est vrai que
y compris dans nos démocraties, ces voix-là sont assez invisibilisées. Bon, toi, tu as réussi à voir que Le Monde avait fait un article, mais ça fait pas la une des informations. On nous parle plus des budgets militaires qui augmentent et de ce qu'on va envoyer pour les Ukrainiens. Franck. Oui, et tu parles de non-violence, et c'est vrai que c'est important de dire aussi que toute la résistance à la guerre en Russie et les sabotages, les incendies font toujours très attention d'éviter toutes les victimes. Oui, absolument. Victimes, donc, c'est vrai qu'il y a eu des cocktails Molotov qui ont été lancés, mais bon, il n'y a jamais eu aucune victime humaine, et c'est volontaire. Par contre, la répression réprime comme s'il y avait eu des victimes, quoi. C'est-à-dire que c'est considéré comme du terrorisme, alors que la plupart des incendies sont éteints en quelques minutes. C'est vrai que ces lanceurs de cocktails Molotov ne sont pas très efficaces, mais bon, c'est important symboliquement. Oui, et puis et s'en prendre au train qui emmène les conscrits également. Les marchandises. Marchandises, oui. Ouais. Oui. Donc ça a commencé en Biélorussie. Donc avant la guerre, avant le déclenchement de la guerre, les troupes russes avaient été partiellement massées en Biélorussie, et il y a un réseau de Biélorusses, un réseau qui s'appelle les Partisans du Rail, qui ont fait 80 sabotages sur le réseau ferroviaire biélorusse pour empêcher l'accès des troupes et du matériel en Ukraine. Mais là aussi, ils ont toujours bien pris soin de ne pas provoquer d'accidents qui auraient impliqué des humains. Donc ils sont vraiment méticuleux sur ce point-là. Et il y a également, toujours en Biélorussie, il y a un groupe qui s'appelle les cyberpartisans, donc qui ont réussi à accéder aux bases de données biélorusses et à les publier. Et donc ils ont une activité qui est utile également, puisqu'ils arrivent à connaître des informations qui peuvent paralyser éventuellement le régime biélorusse. Il y a également un groupe qui s'appelle, je ne sais pas s'il faut prononcer BIPOL ou BIPOL. Donc ce sont des anciens des forces de sécurité biélorusses qui sont en exil et qui agissent donc contre le régime biélorusse. Et un autre groupe qui s'appelle celui-ci BISOL ou BISOL, je ne sais pas, donc qui est basé sur le fonctionnement en crypto-monnaie et qui aide les opposants biélorusses, mais maintenant, depuis le début de la guerre, également les Ukrainiens, donc qui finance l'aide aux opposants sur place ou en exil, qui aide les prisonniers, leurs familles, qui apporte une aide donc financière, mais également psychologique ou juridique. Et puis, il y a un groupe, toujours en Biélorussie, qui s'appelle Notre Maison. Notre Maison, donc au départ c'était un journal, et puis maintenant c'est devenu un groupe d'activistes, à 80% constitué de femmes. Oui, les femmes sont importantes. Et donc ce groupe a créé Non, c'est non. Donc c'est clair, c'est un message de refus de participer à la guerre à partir de la Biélorussie. Et pour rester aussi sur la dimension là pour le coup non violente et puis plus ou moins intérieure ou extérieure, tu fais aussi état du monde culturel, notamment on pense au groupe les Pussy Riot qui ont fait une chanson et un clip qui s'appelle comment, Franck? Mama Don't Watch TV. Mama Don't Watch TV, pour qui reprennent les paroles
d'un jeune conscrit russe qui était en Ukraine. Et également, il y a aussi, tu parles d'une chanson, alors pour le coup, c'est un Français qui s'appelle Benjamin Cyr et qui a envoyé en signe amical pour les jeunes un salut fraternel au peuple russe en traduisant une chanson qu'on va peut-être écouter maintenant et on en parle après. Jusqu'à midi, Parole de paix sur RCN. Nous sommes avec Guy Dechêne du centre du CRDPC, le Centre de recherche et de documentation sur la paix et les conflits à Lyon. Sur le site internet, c'est OBSARM, tout attaché, obsarm.info. Guy travaille sur la question des déserteurs, des réfractaires depuis l'invasion russe de l'Ukraine, et on parle avec lui du rôle des uns et des autres. Là, nous venons d'écouter, et vous l'aurez reconnu, je pense, une partie de nos auditeurs, j'espère, a reconnu la chanson « Le déserteur » de Boris Vian, adaptée en russe. Je crois que c'est l'année dernière que le compositeur français Benjamin Cyr l'a composé, et il fallait une chanteuse russe, et en fait donc ça a été assez difficile de trouver une chanteuse russe, et donc finalement c'est la femme du chanteur du groupe Dionysos qui prend cette chanson, enfin cette adaptation. Elle s'appelle Daria Nelson. On trouve la chanson Le déserteur, si on met déserteur en russe, on le trouve sur YouTube, bien sûr. Et oui, ce choix a été fait d'essayer de faire pénétrer aussi des appels à ce que les Russes sentent que c'est pas une agression, mais de dire on vous soutient, on vous fait ce clin d'œil. La chanson de Boris Vian, il l'avait faite lui au moment de la guerre de la France en Indochine. La chanson avait été interdite sur les ondes. Je sais pas si la chanson passe. Après, maintenant avec YouTube, les Russes peuvent aussi l'entendre. Oui, on avait vu ça dans un de tes textes, Guy. Oui. Ouais. Oui. Et voilà, on voulait aussi revenir sur le rôle qui semble important des femmes dans cette opposition à la guerre. Tu nous as parlé de plein d'associations, de plein de groupes de femmes à différents niveaux. Leur action est importante. Oui, d'ailleurs, c'est une tradition, si je peux dire, déjà un peu ancienne, puisque en 1989, s'était créé le comité des mères de soldats de Russie. Donc, ce comité avait été créé donc à l'époque de la guerre en Tchétchénie, et il avait obtenu de très bons résultats parce que il y avait eu des expéditions de mères qui étaient allées jusqu'en Tchétchénie pour rechercher leurs enfants et qui avaient obtenu gain de cause. Et donc cette association avait également obtenu des modifications de certaines lois, et elle s'affichait clairement opposée à la conscription et à la guerre. Mais c'était une autre époque parce que la censure n'était pas du tout la même, les lois n'étaient pas aussi répressives qu'elles le sont maintenant, et on n'a plus donc cette même activité nettement marquée contre la conscription et la guerre. Il existe actuellement un conseil des mères et des épouses, donc sous-entendu de soldats. Ce conseil des mères et des épouses essaie d'obtenir des avantages pour les membres de leur famille, mais ne s'oppose pas frontalement à la guerre. Et simplement, elle demande de meilleurs équipements pour les soldats, parce qu'effectivement, beaucoup d'entre eux sont envoyés comme de la chair à canon sur le front. Ils n'ont pas de protection, ou alors ils doivent se les acheter eux-mêmes, ou ils ont du matériel en mauvais état, et ils sont mal commandés. Et donc
ce conseil des mères et des épouses exige que leurs familiers fassent la guerre, mais dans de meilleures conditions. Donc on est loin quand même de l'opposition de départ. Mais certaines d'entre elles sont également allées à des endroits où leurs maris ou leurs enfants étaient emprisonnés parce qu'ils avaient refusé de retourner au front dans des conditions complètement inadaptées à une armée moderne, disons. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas équipés, etc. Certains de leurs commandants leur donnaient des ordres et puis se sauvaient eux-mêmes. Et puis après, on accusait les soldats d'être des déserteurs parce qu'ils battaient en retraite. Donc il y en a plusieurs, plutôt plusieurs groupes. Je crois, de mémoire, 13 lieux dans les provinces annexées par la Russie. Donc 13 endroits, généralement dans des caves, où ils étaient maintenus prisonniers. Et donc certaines mères et épouses sont intervenues pour les faire libérer. Donc ça, c'est pas vraiment des opposantes au sens propre du terme. Par contre, il existe en particulier un groupe qui s'appelle Résistance féministe anti-guerre. Oui. Donc qui, elle, est au contraire clairement opposée à la guerre, donc le nom l'indique, et opposée donc au patriarcat, à l'autoritarisme et au militarisme. Donc ce groupe a relevé 200 cas de maltraitance contre les manifestantes, dont, notamment par des viols, lors de la mobilisation de septembre. Donc en quelques jours, il y a eu 200 maltraitances d'opposantes. Ce groupe fait également allusion aux violences domestiques parce que ces femmes estiment que de la guerre vont résulter des violences domestiques parce que l'apprentissage de la violence sur le front, les traumatismes causés aux combattants vont engendrer des violences dans les familles. Et inversement, les soldats qui sont déjà violents en famille vont répercuter cette violence sur le terrain militaire. Oui, il y a des liens entre la guerre, le militarisme et les violences faites aux femmes. Et, absolument, oui. Je crois aussi que Poutine, il a changé la loi sur les violences domestiques, non ? Oui, donc effectivement, en 2017, les violences domestiques ont été dépénalisées. Et cela avec le soutien de l'Église orthodoxe. Donc c'est vraiment paradoxal vu de notre point de vue occidental. Mais bon, donc... parce que Grudji me disait hors micro, effectivement, il y a aussi le rôle des églises. En fait, comme dans les principes élémentaires de propagande de guerre, les institutions officielles, elles, appellent plutôt à la guerre. Et donc, masquent les violences. On a vu aussi ça dans l'Église catholique ou dans d'autres églises. Oui, à d'autres époques. Ouais. Mais c'est vrai qu'actuellement, le patriarche Kirill, donc qui est le principal responsable de l'Église orthodoxe en Russie, a une politique absolument semblable à celle de Poutine. Donc il considère que l'Occident, c'est le mal absolu, que c'est du satanisme pratiquement, et que, en particulier, il parle de l'homosexualité, etc., qui justifie à ses yeux le combat contre l'Occident. Il faut dire que lui-même, le patriarche Kirill, c'est un ancien du KGB, comme Poutine. C'est aussi un oligarque parce qu'il a une fortune considérable. Il a créé cette fortune notamment par le trafic de cigarettes, donc qui était couvert par le Kremlin et qui bénéficiait donc de l'exemption d'impôts pour les églises. Et cette phrase, pardon.
Pardon ? Il a eu aussi cette phrase un peu cynique qui dit un peu en substance, si une femme n'a pas eu recours à la contraception, Dieu a pu lui donner plusieurs enfants. Elle peut donc, grosso modo, en perdre un ou deux à la guerre, que ça ne sera pas si grave. Oui, ce n'est pas lui qui a dit ça, mais c'est bien dans son esprit. Hein. C'est un prêtre orthodoxe qui est d'ailleurs mort sur le champ de bataille, donc qui a dit ça, mais bon, c'est pas du tout en contradiction avec la politique officielle de l'Église orthodoxe russe. Évidemment, en Ukraine, l'Église orthodoxe n'a pas du tout les mêmes positions, et donc c'est carrément séparé du patriarcat russe dont elle dépendait jusqu'à présent. Et donc, alors, est-ce que nous passons peut-être sur la dernière partie de cet entretien avec toi, Guy? On voulait un peu développer vis-à-vis de nos auditrices, auditeurs, qu'est-ce que nous, on peut faire maintenant, qu'est-ce qu'on peut continuer à faire, s'informer bien sûr avec des sources comme les tiennes qu'on retrouve sur Observatoire des armements, opsarm.info. Et on a parlé de la pétition européenne qui s'appelle Solidarité avec les objecteurs de conscience et les déserteurs de Russie, de Biélorussie et d'Ukraine, Object War Campaign. C'est une pétition qu'on trouve en ligne. Il y en a une autre aussi de pétition en ligne qui s'appelle sur change.org. Une pétition qui s'appelle Libérer les objecteurs de conscience russes détenus par Poutine en Ukraine, qui en est déjà à plus de 111 000 signatures. Donc sur le site change.org, et si on tape Libérer les objecteurs de conscience russes détenus par Poutine en Ukraine, on tombe sur cette pétition aussi. Dans ton dernier article, le dernier actuel, tu proposes aussi, vous proposez aussi localement d'interpeller autour de soi. Oui, c'est-à-dire qu'on peut trouver sur le site et télécharger sur le site, donc au format Word, une lettre qu'on peut adapter à ses souhaits. Donc on n'est pas obligé de la laisser figée telle qu'elle est. Donc c'est un appel à soutenir donc les démocrates russes, pour la raison que j'ai expliquée tout à l'heure, donc parce que c'est eux l'avenir de la Russie. Hein. Et donc, ce courrier, on peut l'adresser aux élus, que ce soit les conseillers municipaux, les maires, les députés, le président, mais ça peut également être adressé à des églises, à des associations, à des syndicats. On peut également l'envoyer à des journaux pour qu'ils établissent un partenariat avec les journaux russes exilés à l'étranger. Et donc ce courrier rappelle les différentes catégories d'opposants à la guerre. Donc ceux dont nous avons parlé jusqu'à présent, donc insoumis, déserteurs et les exilés, mais donc aussi tous les citoyens et les citoyennes qui manifestent contre la guerre. Donc ça peut être des manifestations de masse, mais ça peut être également des manifestations plus discrètes, comme par exemple les gens qui apportaient des fleurs au pied d'un monument à une écrivaine ukrainienne en Russie. Et donc les gens déposaient des fleurs au pied de ce monument à l'époque donc où il y avait eu un bâtiment dans la ville de Dnipro. Et donc, il y avait eu quelques personnes qui avaient posé des photos des bombardements et des fleurs. Et puis, les gens venaient fleurir ce monument. Et il y a eu plusieurs arrestations, tout simplement pour avoir déposé des fleurs. Donc, il y a donc des gens qui s'opposent soit par des manifestations massives, soit par des actes discrets. Il y a également les enseignants et les parents qui refusent des cours obligatoires qui sont diffusés chaque semaine dans les écoles, donc des cours de patriotisme. Évidemment, patriotisme va en guerre, ça va de soi. Et donc il y a des enseignants qui refusent de dispenser ces cours et des parents qui refusent que leurs enfants y assistent.
là aussi, les uns et les autres encourent des dangers. Et donc il y a de nombreux mouvements, donc j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Donc ceux qui aident les déserteurs à fuir, qui créent des filières pour quitter la Russie. Et puis donc on a parlé tout à l'heure des saboteurs, donc qui avaient agi contre les chemins de fer ou contre les bureaux de recrutement. Et puis il y a un très grand nombre de personnes ou d'organisations qui sont persécutées parce qu'elles ont été classifiées comme agents étrangers. Donc, agents étrangers, c'est comme ennemi du peuple à l'époque de l'URSS, quoi. C'est-à-dire, c'est complètement infamant et susceptible d'entraîner des risques importants. Ou alors, s'il s'agit d'organisations, c'est des organisations indésirables. Donc, la plupart des organisations de défense des droits de l'homme sont considérées comme indésirables. Et puis, il y a donc les collaborateurs de sites Internet. Il y en a 10 000 qui ont été bloqués en Russie. Et puis, les équipes de journalistes qui sont contraints à l'exil et qui continuent à agir contre le pouvoir russe, mais à partir de l'étranger. Voilà, donc... cette lettre donc rappelle ces différentes catégories d'opposants et donc on suggère d'écrire aux responsables politiques, syndicaux, associatifs, etc. ou à la presse, de manière à ce que enfin on parle vraiment de la suite, c'est-à-dire de l'avenir démocratique de la Russie, ce qui n'est absolument pas envisagé actuellement. Oui. On écoute la radio, la télévision, et cet avenir n'est jamais évoqué. Et donc il est indispensable que les pouvoirs publics en prennent compte. Donc, il faut soutenir les opposants à la guerre, et il faut aider la presse exilée, et il faut aussi encourager les réfractaires et bien sûr leur accorder le droit d'asile ainsi qu'à toutes les victimes de la répression russe. Merci Guy. Sache que nous, localement sur Nancy, on va effectivement diffuser cette lettre, en parler aux associations avec lesquelles on travaille régulièrement. Et encore une fois, inviter les unes et les uns les unes et les autres à lire tes articles, à faire la promotion de cette émission de radio, et donc tes articles, on les retrouve encore une fois sur obsarm.info, le site de l'Observatoire des armements, le CDRPC, Centre de documentation et de recherche sur la paix et les conflits. Merci à toi, Guy. Et merci également d'avoir donné l'occasion de défendre ces idées que je trouve importantes. Oui, et nous aussi, et on te remercie encore. À bientôt sur RCN Radio Caraïbes Nancy, qu'on retrouve aussi sur le site internet, si on veut. On retrouve RCN Radio Parole de Paix les jeudis à 11h et en rediffusion une nuit, je crois, entre le vendredi et le samedi, et c'est sur rcn-radio.org. On retrouvera aussi le podcast et ainsi que l'émission sur la chaîne YouTube de la radio. Merci encore à toi, Guy, et bonne continuation dans tes travaux qui sont fort intéressants. Merci. Au revoir. Au revoir. Je propose qu'on écoute quelques secondes d'une chanson qui s'appelle « Fous pas ton pied dans cette merde ». C'est une chanson qui dure vraiment quelques secondes pour faire la transition avec quelques petites brèves. Une chanson qui vient du film « Avoir 20 ans dans les Aurès » qui dénonce la guerre en Algérie. Et c'est vrai que les jeunes Français se demandaient s'il fallait ou pas aller en Algérie. Voilà, c'est en 20 secondes. Je crois que c'est 20 secondes, je regarde Pierre, c'est quelques secondes d'un petit moment dans le film, et la chanson c'est « Fous pas ton pied dans cette merde ». Ça date un peu, mais ça s'écoute. Voilà, donc effectivement la guerre, dès qu'on commence à mettre un peu le petit doigt dedans, on arrive vite à faire des choses horribles, et c'est vraiment le pire de l'humanité. Et donc on invite
partout dans le monde et particulièrement autour de la guerre en Ukraine, de ne pas participer à la guerre. Je crois que c'est un peu notre point de vue et que la guerre n'est jamais une solution et que s'armer, se surarmer n'est jamais une solution et que c'est pas comme ça qu'on vit en humanité. Il nous reste quelques secondes avant de terminer cette émission, quelques brèves rapidement. Je voulais commencer par dire moi que le MOC a été invité par une autre émission de RCN. On a été invité par l'émission Raison Gardée. On a fait ensemble, ils nous ont invités à venir faire une émission sur le service national universel. Tout ça a du lien, parce que tout à l'heure Guy nous parlait que des enseignants refusaient de faire des cours de patriotisme. On va y arriver en France avec le service national universel. C'est des choses sur lesquelles on peut arriver. Donc j'invite les auditeurs à écouter l'émission Raison Gardée de la Libre Pensée en podcast. On doit pouvoir la trouver ou bientôt la trouver. C'est sûr, et c'est sur le SNU, sur le service national universel. Grujourniété, c'était bien. Oui. et je voulais aussi, très très rapidement, il y a une émission déjà sur le printemps de la Palestine, le festival de l'AFPS, l'association France-Palestine Solidarité. N'hésitez pas d'aller sur leur page Facebook afps.lorsud.9 ou alors leur écrire à afpslorsud@orange.fr pour avoir le programme du festival Printemps de la Palestine qui se déroule du 9 au 19 mars 2023. Voilà, ça va aller tout en désordre. Dire aussi qu'il y a des choses aussi importantes à avoir à l'œil. Darmanin, il prépare une nouvelle loi asile et immigration dans laquelle on se méfie et des collectifs sont en train de se monter sur Nancy pour s'opposer à ce qu'ils veulent, une immigration jetable. Donc ayez à l'œil, je pense qu'on en reparlera sur ce même micro avec la Ligue des droits de l'homme. Dire encore que le 8 mars c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et il y a des choses qui vont avoir lieu sur Nancy. Et également dire que des manifestations vont aussi avoir lieu pour demander la fin de la guerre en Ukraine et demander le retrait des troupes russes. Ça va? Vous y retrouvez? Oui, c'est complet. Bon, en tout cas, on se dit au revoir et à bientôt. Parole de paix sur rcn-radio.org et sur la chaîne YouTube. À bientôt. RCN, www.rcn-radio.org